Alors, bonjour mesdames et messieurs. Je mettrai à disposition les slides, les diapositives de la présentation sur le site de NI3. L'URL vous sera communiquée par mail. Et il y a pas mal de liens que vous pourrez visiter pour prendre connaissance de certaines dispositions de la loi, d'événements sur la réparabilité, les repair cafés, etc. Donc je crois qu'il est l'heure. On va donc débuter. Donc pour ceux qui ne m'ont pas encore vu, je m'appelle Alain Guentebler, je suis membre du NI3 ainsi que du Repair Lab, qui est une initiative de l'école de physique. Et puis je fais aussi partie des externes du centre universitaire informatique, ma spécialité étant plutôt la sécurité du système d'information, enfin la sécurité informatique et puis les logiciels libres. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes de réparabilité. Excusez-moi. Oui. Lumière là sur l'écran, on ne peut pas arrêter ça? Ah, les lumières en haut là. Le reflet sur l'écran. Non, sur l'écran. C'est le reflet sur l'écran. Il y a comme un spot qui donne au milieu de l'écran. Ah ouais, mais je pense que c'est les... Je sais pas. Ça va mieux? C'est pas ça. C'est C'est ça. pas le reflet. Attendez, je suis... Alors, j'aurais pas dû faire des slides blanches plutôt que... Ah oui, je vois. Mais ça n'empêche pas de lire. C'est réparé au VTT. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'est juste. Alors, c'est là. Bonjour. Et donc, au programme d'aujourd'hui, je vais parler un peu de droit à la réparation, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a certaines choses qui sont en location, donc vous n'avez pas le droit de les réparer. Vous n'avez pas le droit de les toucher. Si vous avez une chose en leasing, normalement, vous devez forcément passer par l'organisme qui vous a loué la chose pour faire quoi que ce soit dessus. Il faut avoir l'autorisation de réparer. On va parler d'indice de réparabilité. C'est un indice qui permet de... Excusez-moi, j'ai quelque peine à trouver les escaliers. Bonjour. On vient de commencer, vous n'avez pas raté grand-chose. On va parler d'indice de réparabilité. C'est un indice qui indique si la chose est facilement ou pas facilement ou très difficilement réparable. On va évoquer les repair cafés, les tutoriels de réparation, les règles d'or de la réparabilité selon iFixit, c'est assez intéressant parce qu'il y a des réflexions qui sont intéressantes derrière. Et puis, pour terminer aujourd'hui, que fait-on à l'Université de Genève? La semaine prochaine, pour la deuxième séance, je vais plus parler de réparabilité du numérique spécifiquement, ce qui est plus mon champ de compétences. Aujourd'hui, ça va être quelque chose de plus général avec plein de liens qui permettent de réparer d'autres choses. Les repair cafés, vous verrez qu'il y a des événements qui vont être organisés sur le canton, même à Genève, très prochainement. Il y en a 3 jusqu'à début décembre. Il y a des réparations, alors ça va de tout, ça peut être de la vaisselle, des habits, du matériel électroménager, etc. Donc le droit à la réparation pour les citoyens de l'Union européenne, il y a des droits qui ont été introduits par la Commission. Et ça vous donne le droit de réparer du matériel que vous avez acquis
avec des possibilités de réparer pendant la période de garantie. Il y a une obligation pour le vendeur de réparer la chose tant que le coût n'est pas supérieur au prix neuf. C'est-à-dire, durant la période de garantie, vous pouvez demander qu'on vous répare la chose plutôt que de la remplacer. Souvent, on va essayer de vous la remplacer parce qu'il y a un nouvel équipement qui coûte moins cher, on va essayer de vous donner celui-là. Mais évidemment, il y a un coût écologique. Oui. Ma question, le prix de la main-d'œuvre souvent est tellement élevé, même si on a le droit. Alors, le prix de la main-d'œuvre de réparation générique, c'est en général, ça inclut une non-spécialisation du réparateur. Quand vous vous adressez au vendeur, il peut très bien leur tourner à l'usine, et là, la réparation est beaucoup moins onéreuse. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des frais de déplacement, etc. C'est pas la même chose. Et puis il y a notamment un autre volet intéressant, c'est que si vous faites réparer pendant la période de garantie, vous avez automatiquement 1 an de garantie supplémentaire après la réparation. Si vous faites réparer la chose après 18 mois, vous avez encore 1 an après, donc ce qui vous fera quelque chose comme 30 mois de garantie à la place de 24. Donc là, il y a le détail. Ils vont appliquer ça d'office ou bien on doit vraiment faire ça? Alors, c'est des choses qui vont être appliquées et qui doivent être appliquées au niveau européen. Je vous laisserai lire les choses. Donc, c'était une proposition en 2023 et puis en 2024. Donc, voilà, il y a un accord politique qui prévoit de nouveaux droits pour les consommateurs. Typiquement, lorsqu'un défaut apparaît dans le cadre de la garantie légale, les consommateurs bénéficient désormais d'une garantie légale prolongée d'1 an s'ils choisissent de faire réparer leurs produits. Et puis, chose plus intéressante à mon sens, il sera interdit aux fabricants d'utiliser des obstacles contractuels, matériels ou logiciels à la réparation, tels que des obstacles à l'utilisation de pièces détachées d'occasion compatibles et imprimées en 3D par des réparateurs indépendants. Donc, théoriquement, si le vendeur dit que voilà, on ne supporte plus cette version du dispositif, un réparateur indépendant a le droit de le réparer, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et puis il y a encore d'autres dispositions dans ces nouveaux droits. Donc ça date du 2 février 2024. Donc on voit que c'est un terrain législatif mouvant et les choses bougent. Alors malheureusement, vous savez qu'en Suisse, on a un gouvernement bernois qui est reconnu pour sa lenteur. Non, ce n'est pas le gouvernement qui est bernois, c'est la Confédération qui a sa capitale à Berne. Donc, contrairement à la France, qui a instauré une loi interdisant l'obsolescence programmée, la Suisse ne connaît rien de tel. Donc ça, c'est la source, c'est la Fédération romande des consommateurs, sous le site repaircafé.ch. On va en parler longuement plus tard. Donc c'est là, hein, c'est sous s'informer, et puis vous avez ces bases légales. Simplement, je les ai reprises dans les diapositives. Hop là. Est-ce que je m'en suis là? Bon, en Suisse, on n'a pas d'action collective qui permette de regrouper les plaintes de consommateurs sur un cas particulier, et donc les leviers pour faire bouger les fabricants sont rares. Il faudrait vraiment qu'une personne investisse pas mal de moyens pour faire plier un fabricant en Suisse. Dans le cas d'une tromperie avérée, il est possible d'invoquer la loi contre la concurrence déloyale, mais pour la plupart des cas que rencontrent les consommateurs, les montants sont trop faibles pour qu'une procédure soit intéressante. Donc l'obsolescence pourrait
également constitué un défaut dans le cadre des règles relatives à la garantie dans le contrat de vente, mais il n'y a jamais eu de jurisprudence à ce sujet. Peut-être que ça viendra, on peut toujours espérer. La Suisse a en revanche repris certaines dispositions rendant obligatoire la mise à disposition des pièces détachées pour certains appareils électroménagers. Les travaux menés par l'Union européenne dans le cadre de son plan d'action sur l'économie circulaire sont toutefois beaucoup plus ambitieux que ce que prévoit actuellement la Confédération. Alors, normalement, la Confédération adopte pas mal de dispositions du droit européen, donc on peut imaginer que dans quelques années, le droit à la réparation européen sera aussi en cours en Suisse. Pardon ? Quelques décennies. Voilà. Et donc la Fédération romande des consommateurs estime que les bases légales ne sont pas suffisantes. Elle lutte donc pour que la législation autorise le regroupement de plaintes, donc les class actions. Une révision du code de procédure civile est en cours, mais bon, vous savez, en Suisse, ça prend du temps. Donc elle soutient des nombreuses interventions parlementaires depuis déjà bientôt 8 ans, lesquelles demandent notamment de prolonger la garantie des objets à 5 ans. Alors, il y a pas mal d'objets qui meurent avant les 5 ans. Donc là, ça peut être une contrainte assez forte pour les fabricants d'objets. Bon, améliorer la disponibilité des pièces détachées, ça c'est une question de logistique et de stockage de pièces. De toute façon, les fabricants, ils ont des statistiques sur les pièces qu'ils lâchent, donc ils savent ce qu'il faut stocker. Ils sont pas démunis, en règle générale. Donc, ils essayent aussi d'introduire ou d'imposer un indice de réparabilité, c'est-à-dire quand on vous vend un objet, il est évalué selon un certain nombre de critères qui vont déterminer un indice de réparabilité. On va en parler par la suite, c'est une note entre 0 et 10. 10 étant hyper réparable, quoi, par n'importe qui. Donc ces objets parlementaires ont été, à quelques exceptions près, refusés ou liquidés, faute d'être traités dans les 2 ans impartis. Ça, c'est toujours la ruse. Hein. On fait traîner les choses, puis après, non, de 2 ans, c'est fini. En revanche, la loi sur la protection de l'environnement pourrait permettre d'avancer en direction d'une économie circulaire et d'une offre plus transparente et durable pour les consommateurs. Donc, il n'y a pas que le droit à la réparation, il y a aussi tout l'aspect recyclage et environnemental qui va influer finalement sur le droit à la réparation. Donc attention, ce n'est pas parce qu'on a le droit de réparer qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Il y a une ordonnance sur les installations électriques à basse tension, l'OIBT, et peut-être que si vous êtes propriétaire de votre logement, vous devez normalement tous les 20 ans faire recertifier l'installation électrique de votre logement. C'est-à-dire c'est une société qui est spécialisée, qui vient faire des mesures pour savoir si c'est surtout la mise à la terre est correcte et que vous êtes équipé de disjoncteurs à courant différentiel de 30 mA au max. Ça, c'est pour éviter de vous faire électrocuter grièvement. Les personnes ordinaires, sans autorisation, donc, ne peuvent effectuer que les travaux suivants. Installation de prises et d'interrupteurs sur des équipements existants. Donc vous avez le droit de remplacer une prise qui aurait été cassée ou un interrupteur cassé. Vous n'avez pas le droit d'en installer de nouveau. Si vous en installez un nouveau, vous devez faire intervenir quelqu'un qui a l'autorisation de le certifier. Et puis vous avez aussi le droit de brancher et débrancher des luminaires, donc des lampes, et remplacer les interrupteurs. Mais tout ça, c'est à condition que vous ayez des disjoncteurs à courant différentiel résiduel. Donc des choses qui, au moindre court-circuit, coupent le courant et
un court-circuit de 30 mA. 30 mA, c'est pas beaucoup, c'est en dessous du seuil de létalité. Et il doit réaliser, enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est dans 100 millisecondes, je crois, il doit réagir. Je dis rien, je ne me rappelle plus du chiffre. Donc, tout ce que vous faites comme installation électrique, si ce n'est pas dans ces deux cas-là, vous êtes hors la loi. Vous prenez un risque, c'est-à-dire non, vous n'êtes pas hors la loi. Tant que vous ne le branchez pas sur le secteur, que vous le mettez dans une vitrine, c'est bon. Dès que vous le branchez sur le secteur, vous êtes hors la loi. Si vous ne l'avez pas fait vérifier par une personne agréée. Typiquement, vous achetez un appareil dans l'Union européenne avec cette prise-là. Vous achetez cette chose-là pour la mettre dans votre prise en Suisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre part causale en cas d'incendie, si un expert retrouve cette chose branchée au réseau et puis que ça vient de là le problème, elle augmente parce que ça, c'est fait pour les touristes. Si vous regardez bien, je vais vous faire passer, il y a une petite inscription qui dit, ouais, elle est là, c'est maximum d'utilisation, c'est 1 heure à 10 ampères ou 6 heures à 2500 watts. Et en plus, ça, c'est un modèle sophistiqué, donc il y a un fusible de 10 ampères dedans. Mais sachez que ça, c'est fait pour les touristes qui viennent en Suisse pour pouvoir utiliser leurs appareils, mais de façon temporaire. Et donc, la bonne façon de faire, c'est d'avoir ce même dispositif, mais qui devient fixe. On peut le fermer qu'une fois et il reste attaché à l'appareil. Donc ça, c'est possible de le faire. Et sachez qu'une simple opération comme ça, c'est déjà, on se met déjà on augmente notre risque en cas de problème. À ce propos, en tant que membre du Repair Lab de l'université, on nous a forcé, bon, c'est pas une grosse affaire, hein, c'était 2 jours d'instruction, on nous a forcé de suivre un cours sur les installations électriques à basse tension, de manière à ce que si on répare un appareil, on soit formé pour mesurer notamment les terres, savoir si la réparation était bien faite pour tout ce qui touche le secteur. Et donc ça a été... maintenant, je ne fais plus partie des personnes ordinaires, je fais partie des personnes dites instruites. Alors je n'ai pas le droit de mettre en place des nouvelles installations. En revanche, je peux tester les choses qui ont été réparées, en tout cas au niveau du cordon 220 volts, et à condition que ça soit documenté en dehors un livre de bord, etc. Et j'ai accès au matériel qui permet de faire les tests. En revanche, contrairement à vous, comme je suis instruit, j'ai plus le droit de faire n'importe quoi. Parce que là, je suis au courant, c'est le cas de le dire. Oui? S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est la définition de basse tension? Ça, c'est 220 ou que 24? Non, la définition de basse tension, c'est, sauf erreur de ma part, il y a toute une littérature là-dessus, c'est 1000 volts. 1000 volts en courant alternatif et 100 volts en courant continu. C'est pas vraiment bas. Si, c'est bas parce qu'en fait, après, il y a des ampérages. La tension, c'est une chose, hein, et le courant, hein, c'est le débit d'électrons. Peut-être que c'est indiqué dans la loi. Alors ça, c'était l'article 16. Voilà, c'est ça. Alors j'ai dit une bêtise, non. C'est pas 1000, c'est 1120. Alors les installations électriques exploitées sous une tension de service n'excédant pas 50 volts en courant alternatif, ouais, je me suis complètement trompé, ou 120 volts en courant continu, sous un courant de service de 2 ampères au maximum. Alors, ce dont je me souviens, c'est que le 50 volts alternatif, de toute façon, il était déjà, la loi était un peu mal faite,
Parce qu'on en avait encore des téléphones avec 2 fils, le central envoyait du 48 volts continu. Mais pour aller plus loin, parce que les centraux étaient assez loin, ils envoyaient facilement du 72 à 70 volts. Et en fait, quand la sonnerie sonnait, ça faisait... En fait, c'était de l'alternatif. Donc, on dépassait déjà la norme. Donc, on n'avait même pas le droit de toucher la sonnerie du téléphone, théoriquement. Donc, voilà, ça, c'est la définition de la basse tension. Qu'on a le droit de toucher, hein, mais la basse tension, en fait, non, mais la basse tension, enfin, tous ceux qui sont les matériels OIBT, je crois que c'est 1000 volts. Mais ça, c'est pour les choses que les gens ont le droit de faire. C'est basse tension. Ouais. Je me souviens plus. Il y a une histoire de la haute tension, je crois que ça commence à 1000 volts. Alors là, de toute façon, il faut être du métier, et puis on n'a pas le droit de rentrer dans les installations. Donc sachez que la réparabilité se heurte quand même à certains... Alors ça, c'est le lobby des électriciens qui a insisté pour avoir une loi telle que celle-ci. Parce que là, ils se réservent vraiment le droit de contrôler. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de le faire et personne d'autre. Parlons un peu de l'indice de réparabilité. Donc, l'indice de réparabilité, c'est une note qui porte sur 5 critères principaux. Disponibilité de la documentation, ce qui est très important parce que si vous n'avez pas de schéma et vous ne savez pas comment ouvrir éventuellement un appareil, ça va être très difficile, quoi, si vous devez le faire. Si vous avez un petit peu d'habitude, vous arriverez mieux que quelqu'un qui le fait pour la première fois. En revanche, c'est quand même... ça peut être difficile. Donc la documentation, très important, donc les blueprints, les schémas techniques, etc. Il se base aussi sur la démontabilité, l'accès et les outils. Donc par démontabilité, on entend, s'il y a des choses qui sont soudées, ça va être très difficile de les remplacer. Il faudra les dessouder, ça nécessite des actions qui sont plus radicales. Et puis si la réparation requiert des outils spéciaux qui ne sont pas forcément disponibles, ça va aussi être un problème. Ensuite, il faut que les pièces détachées soient disponibles. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des anciens appareils photo Polaroid de l'époque. Est-ce que vous trouvez encore des films? Oui, il y a une petite cassette comme ça faisait des Polaroid. Je pense qu'il y a encore quelques fabricants, mais qui vendent ça à prix d'or aujourd'hui. Ça ne doit pas être bon marché. Sinon, ces appareils, ils ne sont plus utilisables parce qu'on n'a plus de... Alors, ce n'est pas vraiment des pièces détachées, c'est des pièces d'usure, c'est des pièces de consommation. Mais voilà, plus de disponibilité, donc on ne peut plus utiliser la chose. En tout cas, pas comme elle était prévue. Si vous voulez l'utiliser comme presse-papier, ça marche très bien. On trouve une standardisation des produits à mettre à l'intérieur, une normalisation? Non, il n'y a pas encore, à ma connaissance, il n'y a pas de normalisation de produits de consommation à part les carburants. Les carburants, on vous vend du 95, du 98 ou du diesel avec certaines normes. Moi, je prends le cas d'un téléphone, la caméra. On peut en trouver partout, des caméras qui se fixent à l'intérieur. Non. Oui, on peut en trouver partout, mais alors ça va nécessiter des adaptations. Et puis le logiciel ne sera pas forcément prévu. Il y a plein d'obstacles. Donc pendant la conférence, pour ceux qui y étaient, je vous ai montré le Fairphone. On va en reparler la fois prochaine. On est loin de la mécanique, la standardisation mécanique, le système international. La mécanique, c'est la standardisation. J'ai un peu de peine parce que vous avez les clés, rien que les vis. Il y a des systèmes impériaux, il y a des systèmes métriques. Oui, parlons de l'Europe. D'accord. Oui, oui. Oui, c'est vrai que nos amis anglais ont abandonné le système impérial il y a quelques années. Toujours à part. Voilà.
Oui. Cet indice, il n'est pas inscrit sur les objets que nous achetons. Pas encore en Suisse. En revanche, en France, c'est requis à la vente de... Alors, il y a un certain nombre d'outils comme les ordinateurs portables, les télévisions, les tondeuses à gazon électriques. Alors, ce sont tous des outils à base d'électricité. Mais Si ça... j'achète un Turnix, enfin, je ne sais pas, une marque française, ça ne m'intéresse pas à l'esprit vraiment. Est-ce qu'il y aura marqué indice 5, indice 3, indice 1 ou... Alors, normalement, oui, ça devrait même être affiché à côté du prix. Donc, en France, pas dans l'Union européenne. La France est en avance sur ce point-là. D'ailleurs, je ne sais pas si... Donc, le prix des pièces détachées est évidemment un souci. Si la pièce détachée coûte plus cher que l'appareil neuf, à moins que vous soyez un fervent tenant de l'écologie à tout craint, vous ne voulez pas recycler votre chose, ça coûte cher. Et puis, il y a des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernés. Je crois qu'il y a une vidéo YouTube, on va voir si elle passe. Est-ce que... Déjà, je vais avoir de la pub, je pense. Est-ce que ça va fonctionner? Bonne question. Ah, mais j'ai peut-être pas le... Est-ce qu'en mettant le réseau, on a une chance? Je sais pas où ça arrive. Non. Est-ce que je peux voler là? Non, moi je vous la montrerai une autre fois, ou alors je mets là. Est-ce que le Wi-Fi fonctionne pas? C'est bizarre. Si je teste... Si pourtant ça marche. Qu'est-ce qu'ils disent? Essayez de redémarrer. Bon, ben voilà. S'il y a une vidéo, ben, je vous la laisserai regarder quand vous aurez les slides, parce que normalement, c'était censé fonctionner. Alors, si on va sur le site, parce que là, il y a une série d'appareils justement qui sont concernés par l'indice de réparabilité. Donc, on voit dans l'électroménager, on a les aspirateurs filaires, les aspirateurs robots, les aspirateurs sans fil, les lave-linges à hublot, les lave-vaisselle. Je crois qu'il y a les lave-linges aussi à chargement vertical, enfin par le sommet. Les nettoyeurs haute pression, les tondeuses à batterie, les tondeuses filaires, les tondeuses robots. Qu'est-ce qu'on a encore? Dans le multimédia, on a l'ordinateur portable, le smartphone, les télévisions. Alors, si on regarde un indice de réparabilité d'une télévision, il y en a tout un... Voilà. Là, on a l'œuf TV, pas terrible, 6,3, ça monte à 6,7. Voilà, là, il y a 7,1. 7, ouais, ça, c'est des choses qui sont moins réparables. Enfin bref, il y a plein de critères et vous pouvez choisir. Je crois qu'on peut du plus récent au plus ancien et puis on peut trier par les notes moyennes. J'espère que ça va être les... Non, ça n'a rien fait. Si je dois faire, je vais recharger la page. Mais dans ce contexte, si on achète une imprimante par exemple, il doit garder combien de temps les cartouches d'impression?
Alors, je pense que les consommables, il y a un critère qui dépend de la catégorie d'objets, donc j'imagine que l'éco-responsabilité des consommables entre en jeu dans la note. C'est combien que vous avez dit? Combien, je n'en sais rien, mais je ne sais pas, est-ce qu'on avait une catégorie imprimante? Alors non, il n'y a pas d'imprimante malheureusement, pas encore. Si on cherche multimédia, non. En fait, il ne parle pas vraiment de consommable, il parle de réparabilité du dispositif. Si on regarde un truc comme les lave-vaisselle, oula, il y a des choses qui sont très réparables. Il y en a un, ça fait pas beaucoup, hein. Voir le seul résultat. Bon, bah voilà. Ça veut dire que les fabricants, enfin les vendeurs, n'ont pas encore fait leur... Ouais, ça fait pas des masses. En revanche, sur les lave-linges, il y a plus de matière. Ouais, et puis il y en a en quantité. Mais c'est quand même essentiellement des appareils récents. Ils ont vu notre âge. Je fais aussi partie du NIT 3, madame. Depuis peu, certes. Beaucoup de nos appareils, nous avons la chance d'avoir encore des appareils qui n'étaient pas d'obsolescence Programmé, oui. programmée et qui ont, moi j'ai des machines de bonne qualité. Je pense qu'on s'en fiche si on dit des marques ici. Oui. Et qui fonctionnent encore, qui ont 20 ans et qu'on ne veut plus me réparer. Chez Millet. Alors, adressez-vous à des réparateurs indépendants. Parce que sur Internet, on peut trouver des pièces qui sont compatibles, qui peuvent faire le job. Le problème, c'est si vous... Oui, ben, au bout de 20 ans. Ça, j'en suis à ma deuxième machine 1000. Donc on a eu les enfants, et puis comme on faisait une machine par jour avec 3 enfants, voilà, c'est... La première a rendu l'âme, et puis là, on arrive à presque 18 ans sur la deuxième. Mais il n'y a pas eu d'incident dessus. En fait, j'ai remplacé des joints, les joints là, qui se trouvent là, d'étanchéité, parce que ça s'use hein, quand il y a les pièces de monnaie, les choses comme ça qu'on oublie et qui vont dans le mécanisme, ça arrache le joint silicone. Mais à part ça, il n'y a pas eu d'incident. D'ailleurs, ça, c'en est... J'ai une question. C'en est une, oui. Et après, la question de l'énergie. Si on a un appareil qui a 20 ans, qui est peut-être la lettre D, ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer par... Alors ça, justement, alors c'est la semaine prochaine, je vais vous faire des calculs. Alors je ne l'ai pas fait pour les machines à laver, mais j'ai fait des calculs pour les serveurs informatiques, qui est plus mon domaine de compétences. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'acheter une machine qui consomme la moitié moins d'électricité, pour rentrer dans vos petits sous, si vous achetez une nouvelle machine qui consomme la moitié moins, ça vous prend des dizaines d'années, vu le prix de l'électricité aujourd'hui. De surcroît, vous avez une empreinte carbone parce que la machine a été fabriquée en Chine, hein. Faut pas rêver. Donc il faut l'amener ici. Vous avez le problème du recyclage de votre ancien appareil. Vous avez plein de choses. Toutes ces considérations font que
oui, si vous n'avez pas d'autres moyens, ne faites pas absolument réparer par un artisan qui va vous refaire des pièces à la main. Ça va être un peu extrême. C'est possible, peut-être si c'est une pièce de musée qui est intéressante, comme une horloge neuchâteloise ou des choses comme ça, mais pour le reste, c'est pas efficace. Donc, oui, il y a des appareils qui sont moins gourmands en eau, en électricité. Maintenant, si vous remplacez une machine qui a 10 ans par une nouvelle machine, alors sachant qu'elle tient 20, je ne suis pas persuadé que vous allez gagner quoi que ce soit, ni faire du bien à la planète. D'ailleurs, ceux qui disent maintenant on a besoin de moins d'eau pour faire des lessives, vous savez que l'eau, on en a assez. Apparemment, il y a des gens en Espagne qui en ont trop et qui vont en avoir trop encore ces jours. Les pauvres. Donc voilà, la première faillite. Donc je n'ai pas pu vous montrer la vidéo. En revanche, les liens ont l'air de fonctionner. Et puis donc la société Spareka propose des vidéos qui expliquent comment réparer vous-même des choses. Alors, typiquement, vous avez changé le verrou de contacteur d'une porte changer l'électrovanne Aquastop, changer la résistance pour chauffer, changer le pressostat, changer le joint de porte, etc., etc. Si vous avez sous la main les outils et un peu de compétences, vous pouvez regarder ça. À la limite, vous pouvez même regarder ça, puis faire intervenir quelqu'un, puis le corriger s'il fait faux. Il n'aimera pas. C'est un peu comme si vous allez chez le médecin et puis vous lui sortez tout ce que vous avez lu sur Internet. Ils n'aiment pas vraiment. Donc sachez que là, vous avez... alors Spareka, là, c'est assez électroménager. On verra après qu'il y a des sites qui ont des tutoriels pour plein d'autres choses. Comment utiliser un multimètre. Il y a des gens qui ne savent pas comment mesurer les tensions, etc. Cause de panne de lave-vaisselle. Ça, c'est toute mon enfance où on avait un lave-vaisselle qui venait des États-Unis et il coulait régulièrement. Il fallait faire des choses incroyables dessus. Voilà, donc l'indice de réparabilité. Là, si j'enlève là, c'est indice de réparabilité.fr. Et puis donc voilà, vous avez des indices de réparabilité surtout sur du numérique, enfin tout ce qui est électrique pour l'instant. Donc vous avez les informations ici. Peut-être qu'elle marche celle-là, vidéo. Non, c'est la même. Non. No go. Je suis maudit. Donc maintenant, vous avez des droits, vous avez des indices de réparabilité, vous avez acheté un appareil qui est réparable, mais il est tombé en panne en dehors de la période de garantie et vous n'avez pas forcément tous les outils et toutes les connaissances et compétences requises. Donc il faut faire réparer votre appareil, votre dispositif ailleurs que chez vous. Alors, une possibilité, c'est de s'adresser aux professionnels de la réparation, bien sûr, mais là ça va être coûteux et puis en fait vous n'allez rien apprendre. Vous allez apporter votre appareil, puis le reprendre, et vous ne savez pas ce qui s'est passé entre deux. En 2007, une certaine Martine Postma, une néerlandaise,
a inventé les Repair Café. Donc le premier Repair Café, c'était 18 octobre 2009 à Amsterdam. Réussite, et puis depuis là, la réussite n'a pas cessé, et il y en a des milliers à travers le monde. Bon, beaucoup en Europe. Hein. Là, on voit, j'étais sur le site tout à l'heure, là c'est 2700 en Europe. Le reste du monde, bon, il y en a aussi ailleurs, hein. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a un peu partout. C'est une mode. Surtout en Europe. Apparemment, il y en a en Suisse, 73. Alors, on va voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Repair Café en Suisse, c'est un peu différent. Mais on voit qu'il y en a un peu partout. Donc, autour de Genève, il y en a 3. Alors, on voit un, c'est à Saint-Julien-en-Genevois. L'autre, c'est autour de Ville-Lagrand. Et le troisième, c'est à Saint-Genis-Pouilly. Donc on voit que c'est en France. Alors, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Donc en 2013, la Fédération romande des consommateurs a importé le concept des Repair Café en Suisse. Et, de manière soutenue depuis 10 ans. Donc c'est la réparation amateur, et puis le mode principal, c'est pas il faut, c'est on fait. Il faudrait que je répare. Non, c'est on répare. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns en Suisse. À Genève, il y en a un au Paquis et l'autre pas loin d'ici, hein. Au Bastion, Océan. Sur le Bastion, on va voir ça. C'est alors notre réseau. Non, ça c'est la France. Ouais, ça c'est les Repair Café. Non, ça c'est là. Voilà, ça c'est ici. Donc ça c'est Fédération romande des consommateurs. Je l'ai dans les slides après. Hein. De toute façon, on va essayer de voir. Il y a un kit Repair Café. Donc pour celles et ceux qui voudraient faire un événement Repair Café en Suisse, il y a un kit qui, avec des posters, des logos, etc., et qui vous explique comment créer l'événement, organiser un Repair Café. Donc, nous offrons des assurances accidents, responsabilité civile, promotion sur les canaux d'information, etc., etc. Vous vous engagez à... Enfin voilà, il y a plusieurs choses à faire, il y a toute une démarche. Sachez que le prochain Repair Café, c'est aujourd'hui. 17h30. Pardon, on est le. Ouais, c'était hier, on est le 13. Donc c'est demain, c'est Neuchâtel, voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'ils prennent? Petit électroménager, appareil électrique et électronique, informatique et possibilité de remplacer des batteries de MacBook ou écran de smartphone avec vos pièces détachées. Nous contacter avant, ça c'est pour savoir s'ils ont les outils qui correspondent pour faire l'opération. Autres travaux de couture selon disponibilité. Alors bon, j'imagine que les travaux de couture, c'est des travaux de couture lourds avec des aiguilles que vous n'avez pas forcément. Hein. Réparer des valises ou des choses comme ça, j'imagine. Ou des objets en cuir. Bon, possibilité d'acheter des produits bio durant le Repair Café, manifestation gratuite hors pièces de rechange, ouverte à tous.
Donc ça, c'était à Lausanne. Demain, pardon, c'est à Neuchâtel. Et puis, le 21, c'est boulevard helvétique. Donc là, c'est objet pris en compte. C'est pantalons, chemises et vestes trouées pour accommodage facile. Donc ça concerne les habits. Le 24 novembre, dans le cadre de Cité Senior, rue des Minoteries, de 11h à 17h, objet pris en compte, petit électroménager. Donc lampe, bouilloire, grille-pain, câble à remplacer, etc. Alors, câble à remplacer, maintenant vous savez que normalement ça doit être contrôlé après par des gens instruits. Électronique de loisirs, jouets, vélos, c'est une manifestation gratuite ouverte à tous. Donc ça c'est rue des Minoteries 3, le 24 novembre. Et puis le 1er décembre, au musée d'ethnographie, donc à côté, de 11h à 17h, petit électroménager, la même chose. Avec, intéressant, les bicyclettes. Il y avait aussi en haut, je l'ai raté. Excusez-moi, avec un repair café, l'idée c'est qu'on fasse le travail soi-même ou les gens font le travail? Les deux. L'intéressant, c'est d'apprendre à réparer. Et éventuellement. Je veux juste réparer. Ah, c'est assez égoïste. Non, en fait, si vous apprenez à réparer une roue crevée d'un vélo, voilà, vous amenez votre vélo, vous allez voir comment ça se fait. C'est pas très difficile, normalement, beaucoup de gens savent le faire. Maintenant, si ça vous arrive loin de chez vous et que vous avez une boîte de rustine et que vous avez vu comment faire, et que vous sentez capable de le faire, que vous avez juste les clés pour démonter la roue, trouver le trou dans la chambre à air, etc., et que vous faites, voilà, vous avez appris quelque chose. Quelque part, là, on va voir après dans la réparation, c'est aussi un acte volontaire de la part du propriétaire du dispositif. Encore une question par rapport au petit électroménager. Oui. Brosse à dents. Alors justement, il y a on va voir sur iFixit, il y a le remplacement de la batterie, de l'accumulateur, de la brosse à dents électrique. Même ça, c'est... C'est un petit électroménager? Dès le moment où il y a une composante électrique, oui, c'est électro, donc comme son nom l'indique. Pardon? Alors après, bien sûr, il ne faut pas que ce soit une chose chinoise qu'on a achetée sur Temu à 2 francs. Encore que. Il y a toujours les versions musculaires. Oui, les brosses à dents à énergie mécanique, musculaire, sont toujours utilisables. Donc voilà, vous voyez, rien que dans les semaines qui suivent, il y a 3 événements à Genève. Mais ces Oui, événements, madame. si on arrive, par exemple, moi j'ai une machine à pain qui a peut-être 20 ans, Oui. il manque juste un petit joint dans la cuve qu'on ne peut plus racheter, on ne trouve plus les pièces, j'ai téléphoné, j'ai tout fait. Si j'arrive avec ça, ils sont capables de me remettre un joint qui doivent décoller. Alors, la seule issue dans ce cas, c'est de trouver un joint compatible. Oui, mais comment? Alors ça, justement, les gens qui réparent, peut-être ont les connaissances requises pour tout. Bon, ah oui, ça ressemble, ah oui, c'est le même diamètre, il faut la même circonférence que cette machine-là, on va essayer de l'adapter. Alors, dans toute démarche de réparation, commence par le diagnostic. Les diagnostics Oui, le diagnostic, il le fait, c'est comment trouver la pièce qu'on ne peut pas acheter. Voilà, après il faut s'approvisionner en pièces détachées. Et puis il y a peut-être possibilité avec un joint silicone, je ne sais pas quelle est la température exactement, j'ai aucune idée, mais peut-être qu'avec un joint silicone qui résiste à la température, ça suffit. Je ne peux pas vous répondre. Moi c'est l'informatique, ma spécialité. Oui, non, c'est ça le problème, c'est qu'on a un petit problème qu'on imagine réparable, mais on ne sait pas où aller. Il faut, voilà.
essayez d'aller dans des événements comme les Repair Café pour discuter avec des gens, peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu les mêmes problèmes que vous. On n'est jamais tout seul dans ces circonstances. Oui. Dans certains repères café, il y a justement des imprimantes 3D pour faire des pièces que l'on ne trouve pas. Dans ces trois-là, ça existe, imprimante. Alors pour faire des joints qui résistent à la température, j'ai plus de... Des pièces plastiques. Oui. Non, mais j'imagine quand même qu'on peut trouver quelque chose pour cette machine à pain. Et si c'est des objets qui ne sont pas mentionnés là, moi j'ai des jumelles que j'aimerais faire préparer. Alors, De l'optique. il y a des instruments de précision. Donc, je ne sais pas, une montre, vous confieriez votre Rolex à un Repair Café? Non. Vos jumelles Zeiss? Non plus. Alors on les jette. non, mais simplement il faut s'adresser à des spécialistes de la réparation. Alors peut-être que par chance vous avez un spécialiste de la réparation qui est passionné et qui va aller au Repair Café et vous allez le rencontrer. Vous pouvez toujours essayer. Et où est-ce qu'on les trouve sinon? On regarde dans le bottin, spécialiste de réparation optique. Non, moi je pense qu'il faut réseauter et demander au Repair Café. Eux, ils savent peut-être. Ils ont l'habitude de réparer des choses. Après, si vous vous adressez à des opticiens, oui, alors il y a des services après-vente. Hein. Si vous avez des jumelles Swarovski qui tombent, vous pouvez les faire réparer. Après, le coût des réparations, c'est souvent en quelques centaines de francs. Mais si vos jumelles, pour les remplacer, nécessitent quelques milliers de francs, là, ça devient intéressant. Donc voilà en ce qui concerne les Repair Café. Alors les Repair Café proposent des tutoriels. Et les tutoriels de réparation des Repair Café, donc la version européenne, pas celle de... Vous avez remarqué, le petit logo change en haut, là, hop là. Là, on a les Repair Café version FRC, enfin version suisse. Et puis là, vous avez... D'ailleurs, vous avez un agenda à disposition où tous les... Là, on voit, j'en ai sauté quelques-uns pour aller à Genève, hein, j'ai gardé les Genevois à la fin, mais on voit qu'il y a un certain nombre. Donc les tutoriels de réparation utilisent le site iFixit. Le site iFixit, c'est un site outre-Atlantique. iFixit, pour ceux qui ne sont pas... familier avec l'anglais, c'est je répare. I fix it. Je le répare. Donc, les Repair Café utilisent les tutoriels de réparation iFixit. On va voir ce qu'il y a dans ces tutoriels de réparation. Donc, on a des choses donc, sur fr.ifixit.com/tutoriel. On a des milliers. Alors, je crois qu'il y a un site qui prétend qu'il y a des dizaines de milliers de tutoriels. Je ne sais pas jusque-là, mais peut-être que oui. Donc, il y a des choses... Oui. Comment savoir ce qui est réparable? Parce que moi, j'ai un ordinateur portable et je crois que c'est un des écouteurs qui parle. Des haut-parleurs? Haut-parleurs, oui. Il suffit de... Enfin, il n'y a qu'à Faucon. Comment on peut savoir si on peut réparer quelque chose ou non? Normalement, si vous arrivez à ouvrir la machine, si elle n'est pas trop compacte, si ce n'est pas quelque chose comme un smartphone, c'est relativement réparable. Okay. Ici, vous pouvez aller dans réparation d'ordinateur portable. Donc, ça serait quoi comme ordinateur portable? Je l'ai raté.
Alors après, vous avez les différents modèles. Oui, oui. D'accord, merci. Et puis, je ne sais pas, peut-être que vous en reconnaissez un. On va aller au hasard. 31 catégories. Après, vous avez les hasard comme ça. Voilà, mais il faut regarder. Donc il y a des tutoriels qui sont bien faits. Là, apparemment, il n'y a pas de tutoriel sur ce modèle spécifique. Donc si on revient, vous voyez où vous avez les outils électriques, même les appareils médicaux. Alors ça c'est... par appareils médicaux, on entend les... Enfin, eux, ils ont des catégories... il y a même les outils pour faire de la physiothérapie. Donc là, vous avez n'importe quoi. Vous avez la documentation sur la chose, et puis éventuellement les pièces qui seraient cassées, que vous pouvez remplacer, ou comment démonter. Enfin bon, il y a... Voilà. C'est assez spécifique. Oui. Enfin, il ne faut pas vous sentir démuni. Le site ifixit.com est une mine de renseignements. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est utilisé par les Repair Café, qui sont, ils disent, la plateforme de réparation ifixit, notre partenaire, propose des dizaines de milliers de tutoriels. Des dizaines de milliers, je ne sais pas, je n'ai pas compté, ça fait beaucoup. Donc vous n'avez pas que le numérique qui est concerné. Électroménager, outils électriques, voitures et camions. Et puis ce qui est important aussi, c'est les compétences. Parce qu'on vous dit quoi réparer, comment, mais comment le faire, ça va être plus difficile. Si vous ne savez pas souder quelque chose ou dessouder, ben, vous êtes un peu embêté. Alors ici, donc, oui, il faut avoir le matériel. Alors ça, si vous n'avez pas le matériel, adressez-vous, amenez vos appareils à un Repair Café. Eux, ils auront normalement le matériel. Ils vous demandent de les contacter pour du matériel spécifique, pour justement s'assurer qu'ils auront le matériel sur place. Donc ici, on voit les... je ne sais pas si vous connaissez ces casques avec réduction de bruit ambiant. C'est un casque, vous pouvez, ça marche très bien dans les avions, comme ça vous n'entendez pas trop les réacteurs. Mais ces casques, pour un circuit électronique qui a des micros, qui mesurent le bruit ambiant et puis qui fait le même bruit en négatif, comme ça les ondes s'annulent, vous entendez très peu l'environnement. Puis vous pouvez mieux profiter de votre voyage dans l'environnement bruyant. En revanche, il y a une petite batterie. Donc c'est un casque qui est quand même relativement onéreux, c'est quand même quelques centaines de francs. Et la batterie ici, vous la trouvez sur AliExpress à quelques francs. Donc plutôt que de le jeter et d'en racheter un nouveau casque, vous pouvez simplement changer la batterie du casque à réduction de bruit, le Quiet Comfort 35. Il n'y a pas que ça, il y a des centaines et des centaines de tutoriels qui vous montrent comment faire les choses. Alors principalement pour le numérique, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus... c'est là qu'il y a la plus grande demande de réparabilité, mais pas que. Il y a aussi la réparation de bicyclettes, qui est loin d'être simple avec les nouveaux dispositifs. Typiquement, si vous avez un vélo à courroie, pour changer
Donc un vélo à courroie, il n'y a plus de chaîne, pignon. C'est à l'intérieur, c'est un boîtier qui se trouve à la roue arrière et qui permet de changer les vitesses. Shimano Nexus, ou bon, il y en a d'autres, Alphine. Et pour démonter ça ou pour le réparer, pour le graisser, pour l'entretenir, c'est pas aussi simple qu'une chaîne traditionnelle. Donc là, vous avez des tutoriels qui vont vous aider à le faire. Donc iFixit a également un indice de réparabilité. Alors c'est un autre indice de réparabilité que celui des Français. En revanche, ça s'adresse principalement au numérique. Donc vous avez smartphone, tablette, ordinateur portable, écouteurs sans fil, liseuse, montre connectée. Si on s'intéresse un petit peu à ça, allez, on va regarder, est-ce qu'on peut réparer des montres connectées? Je pense que là, c'est surtout sur les modifications, changement de batterie et puis des joints d'étanchéité. Pardon? Sur les liseuses, moi j'ai une liseuse qui tombe... Qui tombe en panne? Bah non, elle tombe pas en panne, elle est bientôt plate, la batterie. Ah, la batterie? Bon, regardons. Je la change. Alors, indice de réparabilité de liseuse. Donc, effectivement, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, un appareil réparable, donc ils expliquent ça. L'indice de réparabilité. Ouverture simple rapide, bon, ça c'est pour Kobo, une Kobo Libra. Indice 6, Kobo, on est toujours dans les Kobo. Glowlight, Nixbook. Alors je ne peux pas vous dire, voilà, un Kindle 11e génération, alors là c'est pas terrible, hein, c'est un indice 3. c'est pas la 11e génération. C'est une vieille. Ah là, oula, Paperwhite 2. Aïe. Là, ça devient dramatique. 2021, voilà. Et ils disent pour. Donc ça c'est magnifique. Ça. Entrer dans l'appareil à l'aide d'outils standards est très simple. Contre, la batterie et la carte mère sont toutes deux obstinément collées en place. Changer l'écran semble impraticable. Le port USB-C est soudé à la carte mère. Donc le port USB-C, c'est là où on recharge. Donc c'est la pièce où il y a l'usure. Il n'existe ni pièce de rechange officielle, ni instruction de réparation. Donc d'où la note. C'est juste facile d'ouvrir pour rien faire. Il faut regarder ça avant d'acheter. Oui. Voilà. Là, si l'indice de réparabilité était obligatoirement inscrit au moment où vous achetez l'appareil, ben vous réfléchiriez peut-être à dire « Ah ouais, bon. » Et continuons. Oh là là, là on arrive à 0. Ouvrir l'appareil est certainement un processus destructeur qui nécessite de la chaleur et une main délicate. Alors, pour quelqu'un qui a l'habitude, pas forcément. En revanche, voilà. Pocketbook. Alors, moi j'ai un Pocketbook 4, mais bon, voilà, je l'utilise régulièrement depuis au moins 8 ans. Il ne donne pas de signe de faiblesse. C'est pas celui-là, non. Mais c'est un Inkpad quelque chose. Enfin voilà, ils ne sont pas tous notés, mais... Ouais. Bon, en général, c'est des appareils assez compacts, donc relativement difficiles à ouvrir. S'ils n'ont pas été prévus au départ pour être réparables, pour être facilement maintenables, très difficile. Hein. Je vais vous montrer un appareil que vous connaissez tous. Voilà, ça c'est un MacBook Pro. C'est un vieux modèle parce qu'il y a encore la galette qu'on peut mettre dedans. Voilà. Et bien, ce MacBook Pro, on peut lui changer facilement la batterie, on peut lui changer facilement, remplacer le disque dur rotatif par un SSD. Il y a des vis.
Donc on arrive à faire quelque chose. Le problème, c'est que Apple, ça j'en parlerai plus la prochaine fois, c'est que Apple a décrété qu'il ne supportait plus du vieux matériel et ils font en sorte que le logiciel, un ordinateur sans logiciel, vous ne faites pas grand-chose. Le logiciel supporté, la dernière version de logiciel supportée, c'est 10.15. Donc il y a 6 versions d'operating system pour cet appareil. Donc là, il y a des moyens. Alors c'est assez ardu pour les profanes, mais pour les gens un petit peu, disons, intermédiaires ou avancés, on arrive à installer les derniers systèmes d'exploitation de Apple, donc macOS, Sequoia, sur cette machine. Mais, de toute façon, vous perdez la garantie mais dans ce fichier, parce que ça, c'est un appareil qui date de... Ça, c'est marqué... Il y en a 2010. Donc voilà, il va avoir 15 ans. Alors, on a ça, au plus vieux, on est incompétent, on s'adresse à qui? Hypercafé. Hypercafé, ils font ça? Ou, alors on va en parler, ou Hyper Lab de l'université si on n'est pas trop chargé, ou des personnes qui sont de bonne volonté. Il y a plein d'initiatives aujourd'hui, justement, pour la réparation. Je ne sais pas si vous voulez poser la chose, mais c'est 1,5 kg de matière. Alors c'est de l'aluminium, c'est dommage, c'est pas du plastique. C'est pour ça que c'est dommage de jeter de tels équipements, sachant qu'on peut les mettre à jour. Donc iFixit, grand site plein de tutoriels, et qui a aussi quelques indices de réparabilité sur certains appareils. Alors, je suis trouvé intéressant, ils ont les 13 principes de réparation. C'est plutôt une vision outre-atlantiste, parce qu'ils ils se mettent plutôt à la place c'est plutôt des conseils pour le fabricant. Hein? Réparer est uniquement viable si les informations de réparation sont accessibles gratuitement, les pièces détachées sont disponibles à leur prix abordable, les outils nécessaires sont disponibles. Ça, c'est pas évident. Et puis le produit peut être démonté et remonté de façon non destructive. Ça, c'est très important. On va voir. Ouais, j'ai un exemple tout à l'heure. Réparer fait partie de l'expérience utilisateur. En effet, si on achète un objet auquel on est attaché, l'expérience utilisateur de la réparation, elle va arriver tôt ou tard. On l'aura laissé tomber, je ne sais pas, il y a un enfant qui aura mis de la confiture dessus. Enfin, il peut y avoir plein de choses bizarres qui arrivent, surtout sur les appareils numériques. Moi, j'ai retrouvé du Nutella dans le lecteur CD du salon. Ça va appuyer sur le bouton, je pense qu'ils avaient les doigts pleins de Nutella. Enfin bref, des choses bizarres comme ça qui arrivent. Donc réparer fait partie de l'expérience utilisateur. Utiliser un produit réparé devrait être aussi agréable qu'acheter un produit neuf. Je dirais même plus, parce qu'on n'a pas besoin de relire le mode d'emploi. Tout le monde lit les modes d'emploi ici. Après, pas avant, j'imagine. Quand il y en a, parce que maintenant il n'y en a plus. Oui, c'est vrai, aujourd'hui il y a des QR codes où on est censé prendre notre smartphone et lire sur un écran comme ça un mode d'emploi. Oui, c'est vrai que ça devient difficile. Et bientôt il y a une intelligence artificielle qui va traduire le manuel en chinois directement en français. Donc évidemment, réparer mérite de soutien. Alors ça s'adresse aux fabricants. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. L'aide devrait être proposée au propriétaire d'un produit tout au long de la procédure de réparation. Quand on veut réparer, c'est pas forcément simple. Il peut y avoir des cas qui sont délicats. On peut imaginer que dans un lave-linge ou un lave-vaisselle, suivant la panne, suivant où les choses ont coulé, où les produits ont corrodé l'équipement, on va avoir des surprises. On ne peut pas dire qu'une panne ressemble à une autre. Il doit y avoir autant de cas de panne que de panne. Monsieur, oui. Moi je suis quand même un peu troublée par tout ce que j'entends ici, parce que au fait,
Pas encore. Quand mon aspirateur s'est arrêté, sans que je sache pourquoi, j'ai pu contrôler le câble, les plombs. Absolument. C'est déjà pas mal, non? Vous avez fait au mieux de votre compétence. Exactement, mais c'est très bien. Si je ne peux me faire réparer que par le marchand. Non. Parce que moi, je ne peux pas trouver la pièce qui est passée. Alors justement, Repair Lab, Repair Café ou Repair Lab. C'était écrit qu'il fallait venir avec les pièces de rechange. Contactez-les d'abord. Ils vous diront si... effectivement, avant d'acheter des pièces de rechange, il faut faire un diagnostic. Et vous pouvez aller à un Repair Lab, ils vont diagnostiquer la chose et vous indiquer peut-être qu'il faudra y aller 2 fois. Mais avant toute réparation, il y a un diagnostic de panne. Je ne pourrais pas y aller parce que c'est le petit électroménager. C'est un gros électroménager. Alors là, je pense... Gros, c'est machine à laver, lave-linge, four. Peut-être que l'aspirateur, c'est encore considéré comme petit. Je ne sais pas, c'est moyen. Je sais pas. Vous pouvez toujours dire que vous pensez que c'est du petit. En plus des Repair Café, il existe des petits sortes de magasins où on vous fait des réparations. Oui. Je connais un qui est juste derrière la gare. C'est un associatif où ils donnent du travail, je pense, à des gens qui sont un peu à la rue. Il y a 2 ou 3 techniciens qui se relayent et puis ils font des réparations très avantageuses et puis ils donnent la peine de comprendre comment ça marche. Mais comment est-ce qu'on trouve ce champ d'adresse? Merci madame, si vous me la transmettez. Ça rue de la Faucille, ça s'appelle le petit atelier. Le petit atelier. Merci. Je note que je dois vous donner plus d'adresses. Donc sur la FRC, donc la Fédération romande des consommateurs, vous trouvez ce genre d'adresse, ce genre de lieu. Merci beaucoup. Ça m'intéresse. Donc là aussi, réparer devrait être aussi facile et rapide que possible. Donc effectivement, si on a un produit qui a été pensé pour être réparé, l'accessibilité et la modularité rendent les choses simples à réparer. Donc les procédures inutilement complexes ou fastidieuses sont un frein au recyclage et à la réparation électronique en tout genre. C'est une évidence. Réparer devrait être sûr, tant pour les produits que pour les humains. Alors réparer des alimentations à découpage comme vous le trouvez dans les ordinateurs, ne vous lancez jamais dedans, vous risquez de mourir. Donc vous pouvez sortir l'alimentation, la remplacer par une autre, mais ne l'ouvrez pas. Dedans, il y a vraiment des choses qui sont létales. Après, il y a des choses qui contiennent des produits dangereux. Donc il faut aussi faire attention. On ne peut pas réparer n'importe quoi non plus. Qu'est-ce que vous connaissez comme choses qui contiennent des produits dangereux aujourd'hui? Les ampoules, aujourd'hui, c'est plutôt les LED. Donc les ampoules de tubes fluorescents, c'est bientôt fini. Je pense que c'est bientôt fini. Pardon, Alors, les batteries lithium-ion, etc., sont dangereuses par oui, il y a des produits un peu dangereux. C'est surtout dangereux si elles prennent feu, parce qu'on ne peut pas les éteindre. Non, il n'y a pas de sodium, c'est du lithium. C'est des feux de métaux. Et pour les éteindre, la seule chose, c'est de mettre du sable par-dessus puis attendre que ça s'arrête. Donc il n'y a pas vraiment de solution. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais si vous avez un accident avec une voiture électrique, aujourd'hui, la recommandation, c'est de la laisser une semaine au-dessus d'un endroit où il y a de l'eau, parce qu'elle risque quand même de prendre feu. Les chocs... Justement, moi, j'ai brûlé ma salle de bain avec un vieux sèche-cheveux. Ah, mais il n'y a pas de batterie. Ah, mais là, vous l'avez laissé brancher, oui. Pendant pas longtemps, une demi-heure, 1 heure, ça brûle. Oui. Ça brûle la machine à laver en dessous. Oui. Heureusement que vous avez une assurance ménage. Oui. Voilà.
nécessaire. Donc les produits qu'on ne doit absolument pas toucher, c'est les climatisations. Alors, ce n'est pas des produits dangereux, mais c'est dangereux pour la planète. Dedans, il y a des gaz réfrigérants, surtout les vieilles. Alors, ils prétendent qu'aujourd'hui, les gaz réfrigérants des nouvelles climatisations ou des nouvelles pompes à chaleur, hein, c'est la même chose. Alors, les frigos, pareil, contiennent aussi ces gaz CFC, surtout les vieux, donc chlorofluorocarbonés, qui sont dangereux, enfin, qui casse la couche d'ozone, qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Donc il y a des choses, il ne faut pas réparer, il faut laisser les spécialistes de la réparation faire. Et du recyclage, hein, ne jetez jamais votre frigo dans une décharge. Enfin, bon, de toute façon, on n'a plus le droit à ça. Mais avant, c'était un lieu commun. Alors frigo, climatisation, même combat, climatisation portable, etc. Alors, la réparation devrait être encensée. Ce n'est pas toujours le cas. On préfère plutôt... Enfin, les journaux, ils ont plus besoin de rentrées d'argent qui provient de la publicité pour acheter de nouvelles choses plutôt que pour la réparation. Donc, si vous êtes content, si vous trouvez votre compte dans la réparation, dites-le. Essayez de propager la bonne parole. Réparer devrait être autorisé par les logiciels et non bloqués. Alors ça, c'est la vision outre-atlantiste, parce qu'en Europe, il y a quand même les verrous logiciels, donc les choses qui bloquent, sont mal vues, et puis on a peu de ce genre d'initiatives, c'est surtout sur les produits nord-américains. Et là, on parle de logiciels qui sont typiquement dans des voitures. Vous ne pouvez pas facilement reprogrammer votre voiture. Typiquement, si vous voulez pas que le haut-parleur vous casse les oreilles quand vous n'avez pas mis votre ceinture, ben, il y a des moyens de le faire. On peut reprogrammer l'électronique de la voiture pour pas que ça vous avertisse que vous avez oublié de mettre votre ceinture. Mais bon. Il y a des endroits où on ne peut carrément pas le faire parce que c'est bloqué, puis il y a des endroits où on peut le faire parce que ça n'a pas été bloqué. Vous mettez une fourchette dans le portable. dans le haut-parleur qui fait le bip. Ouais. Bon, il y a des solutions plus radicales que d'autres, effectivement. Il y a des choses aussi qui sont bloqués pour des raisons légales. Typiquement, les imprimantes, ils ont une détection de code Orion. Le code Orion, c'est des patterns qu'on retrouve sur les billets de banque. Donc les imprimantes couleur, normalement, elles sont faites de manière à ne pas photocopier les billets de banque et toutes les pièces qui ont ce code Orion. Enfin, ça va faire des photocopies, mais ça va faire des bandes par-dessus. Donc, ça ne va pas être utilisable comme billet de banque. Donc ça, c'est l'utilisation d'un verrou logiciel qui est tout à fait normal. Alors, réparer devrait dépasser le cadre de la garantie, effectivement. Sous garantie, la réparation est obligatoire, ou le remplacement, si la réparation coûte plus cher que le prix neuf de l'objet. Mais la réparation, voilà, aujourd'hui on a des garanties de 2 ans, la réparation doit commencer, ça dépend le dispositif, mais ça devrait être réparable pendant au moins une dizaine d'années. Enfin, pendant la durée de vie du produit. Réparer devrait inclure les mises à niveau. Effectivement, si vous avez un dispositif qui peut être mis à niveau, on peut penser à un smartphone, vous avez une caméra dessus qui fait 5 mégapixels, et que le constructeur sort le même modèle avec une caméra à 12 mégapixels.
vous devriez être en mesure de changer la caméra et puis de mettre la nouvelle si vous en avez besoin, bien sûr, faire une mise à niveau. Une mise à niveau, on peut penser, alors ça se fait dans d'autres domaines, surtout en informatique. Au niveau des logiciels, vous faites toujours des mises à niveau. Upgrade, c'est les upgrades et corrections de bugs, c'est des choses qui se font tous les mois sous Windows aujourd'hui. Mais on peut aussi l'envisager au niveau matériel sur de l'électronique. Évidemment, une fois qu'on a réparé un produit, on l'aime plus parce que voilà, c'est notre produit, on l'a réparé, et puis on y a mis de l'effort, donc voilà, il y a quelque chose qui reste. Très important, réparer devrait être local. On va essayer de ne pas faire réparer les choses en Australie et en Nouvelle-Zélande. On va faire beaucoup plus loin depuis la Suisse. Voilà, si on doit renvoyer le truc en Chine pour être réparé, c'est pas forcément très rentable. Donc, quand on répare un objet, normalement, il faudrait qu'il y ait une traçabilité, pour un objet d'une certaine valeur. Donc, surtout si c'est fait au niveau pendant les garanties pour les entreprises qui fabriquent ces objets, après ils savent exactement ce qui tombe en panne. Ils savent quoi corriger dans une version ultérieure, ils savent quelles pièces détachées il faut stocker, etc. Donc, ces questions de réparation, en fait, ça devrait être documenté. Et puis, voilà, sur un site comme iFixit, vous pouvez, ou dans les Repair Cafés, vous pouvez créer vous-même votre documentation de réparation. Vous pouvez aussi contribuer à la traduction des fiches qui sont rédigées en anglais, et puis les traduire en français ou dans la langue que vous voulez. Et puis, réparer devrait être conforme à la législation. Donc, aux États-Unis, je crois qu'à New York, il y a le Digital Fair Repair Act. Et puis, avec le gouvernement, avec le président qui vient d'être élu, on peut penser que ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais voilà, Right to Repair, au moins le Consumer Electronics. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des objets, je crois qu'aux États-Unis, il y a des brevets sur les semences. Les paysans n'ont plus le droit de s'approvisionner en semences autres que celles qui sont génétiquement modifiées, et puis c'est vraiment une entrave. Oui. Hors de ça. Oui. Donc, oui, c'est vrai, vous n'avez pas le droit. Je crois qu'il y a des tracteurs, une marque très connue américaine qui... non, ça c'est les outils de chantier. Non, des tracteurs, c'est John Deere, un truc comme ça, je crois. C'est interdit de les réparer en dehors de la concession John Deere. Mais il y a carrément une interdiction. C'est pas que c'est pas possible, c'est simplement c'est interdit. Donc on est toujours surpris par la créativité des lobbies et des avocats de ces lobbies outre-Atlantique. Qu'est-ce qu'on fait à l'université? Donc là, vous reconnaissez peut-être ce bâtiment qui est juste là, c'est l'école de physique, un peu plus loin. Puis à côté, vous avez ce conteneur. Un conteneur, il le repeint, parce que je ne le connaissais pas, rose et vert, mais je pense que c'est une affirmation politique. Je ne porte pas de jugement de valeur. Et donc, il y a des heures d'ouverture. Donc, vous voyez, c'est donc
Habituellement, on doit être là en bas, quelque part, puis ça se trouve ici. Donc là, il répare vos bicyclettes. La mobilité douce et durable à l'Université de Genève. C'est ouvert à tout le monde? Il n'y a rien d'indiqué, donc je pense que oui. Alors ça c'est l'autre aspect de l'unité douce à Genève. Donc il y a des vélos cargo comme ça qui sont à disposition. Je crois qu'il y en a un à Unis-du-Four, il y en a un à Unimail, pour transporter des choses lourdes à des endroits où on n'a pas forcément le droit de se garer en voiture. Ça peut être utile. Donc Unicycle, je vais revenir à Unicycle. Où est-ce que j'ai mis le lien? Il est là. Voilà. Les lundis et les jeudis de 12h15 à 13h45 sous le parking de l'école de physique. Voilà. Prenez rendez-vous en ligne via ce lien. Amenez-nous votre vélo au moment du rendez-vous. Nous ferons une première évaluation des réparations à effectuer ensemble. Ah, réparation à effectuer ensemble. Pourquoi? C'est de nouveau, on cherche à augmenter votre capacité à réparer. Alors bien sûr, si vous montrez que vous avez deux mains gauches, vous n'allez pas faire grand-chose. Alors, nos mécaniciens travailleront sur votre vélo en dehors des horaires d'accueil. Ce sont des étudiants, leurs horaires sont variables. En moyenne, le vélo reste une semaine à l'atelier. Nous ferons notre mieux pour vous les rendre au plus vite. Une fois les réparations terminées, nous vous contacterons par mail ou SMS et vous pourrez venir chercher votre bolide sur les heures d'ouverture. Coût des réparations, voilà. Donc il parle d'étudiants et de collaborateurs TRIS. Voilà. Ils ne disent pas si c'est des ex-collaborateurs TRIS. Peut-être que... À l'usage des étudiants et des membres de l'université seulement. Ouais. Après, tout se discute. Tout se discute. C'est en fonction de... Voilà, s'ils n'ont rien à faire, je pense qu'ils sont contents d'avoir quelque chose à faire. Alors juste au coin, donc vous voyez, ça c'est l'école de physique, au sous-sol, un peu plus loin, là l'entrée n'est pas visible, vous entrez par l'entrée de l'école de physique. On a autre chose. On a le Repair Lab de l'université. Donc ça a été démarré il y a environ une année. Et puis j'en fais partie. Donc moi j'interviens plutôt au niveau des logiciels que du matériel. Il y a des électroniciens avertis qui savent faire des choses bien mieux que moi. Et puis on a plein d'équipements pour réparer des circuits électroniques. Et là aussi, normalement, c'est réservé aux membres de la communauté universitaire. Pardon? Et aux ex? Essayez. Si c'est en fonction des priorités. S'il y a des créneaux de libre, bien sûr que, à moins que les gens qui soient de permanence vraiment mal dormis, on va vous jeter des condensateurs à la face. Donc, on a vraiment des équipements qui permettent de faire des diagnostics, des mesures intéressantes. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez le problème. Hein. Il y a apparemment un de ces accumulateurs là, qui doit garder des informations en mémoire pour fournir de l'électricité au cas où l'équipement est débranché. Là, l'accumulateur il a coulé. Et puis, les acides qui ont été générés par ces accumulateurs ont carrément mangé le contact électrique. Donc là, effectivement, c'est possible de faire des choses. Donc, déjà, remplacer les accumulateurs, et puis après, remettre des fils, recréer des contacts. Alors, ce genre d'électronique, j'imagine que c'est au minimum 30 ans. Parce qu'on reconnaît encore des transistors discrets, des circuits avec des pattes qui trouent encore le circuit imprimé.
c'est pas du matériel de première jeunesse. En revanche, si c'est du matériel de mesure pour les labos, ça peut se révéler très onéreux d'en acquérir de nouveau. C'était certainement des appareils qui coûtaient très cher. À ce propos, il y a je ne me rappelle plus si c'était un chromatographe ou un outil de labo pour la biologie, qui a un tiroir pour insérer les échantillons, qui ne fonctionnait plus, et si on insérait l'échantillon et qu'on poussait le tiroir comme ça, la mesure ne se faisait pas. Donc il y a eu un diagnostic qui a été fait, parce qu'ils ont des techniciens dans les labos, et ils ont remplacé des pièces, et ça ne marchait toujours pas. Donc ils se sont adressés... Dans un appareil, il y a plusieurs, je crois, qui passaient les 6 chiffres, donc plus de 100 000 francs. Et ils se sont adressés au constructeur qui leur a dit « Ok, ben voilà, le devis, il se montait à plus de 20 000 francs pour la réparation, sans avoir vu l'appareil. Hein. Donc il devait venir quelqu'un ici, je crois de Finlande, et qui allait faire la réparation. Et puis bon, évidemment, comme ce montant n'était pas disponible pour le labo, ils se sont adressés par réseau aux gens du Repair Lab. Et là, il y a un de mes collègues qui a trouvé la raison de la panne. Donc c'était un circuit qui était mal fait au niveau de la détection de fermeture du tiroir à échantillon. Donc il était branché, il m'a expliqué, je n'ai pas tout compris, mais bon, il m'a expliqué que c'était branché directement sur le moteur, et que quand le moteur se mettait en marche, ben, ça tirait trop de courant, et le contact s'oxydait. Et donc c'était le contacteur du tiroir qui avait l'air absolument bon, hein. On pouvait le tester, et l'électricité passait, mais pas suffisamment parce qu'il était oxydé. Et donc c'était une pièce à 5 francs qui était changée à la place de payer une facture de 20 000. Donc ça vaut la peine de... Alors bon, évidemment, c'est des heures les heures de techniciens qui ont été nécessaires pour trouver la panne n'ont pas été comptées. Parce qu'en fait, le Repair Lab, là, c'est des gens de l'école de physique principalement, et puis des volontaires. Bien sûr, on n'est pas payé. Donc le concept, c'est vous avez envie de réparer un objet, de comprendre comment un appareil fonctionne, ou juste de bricoler, passez nous voir pendant les heures de permanence. Normalement, voilà. Et puis le Repair Lab, c'est un espace de réparation de matériel électronique et informatique. On peut aussi vous offrir le café et autre chose. Voilà, un exemple de matériel réparé, hein, de mes matériels. Donc ceci, c'est un accumulateur pour un aspirateur sans fil de marque Xiaomi. Donc on voit que le module, pour le charger ici, il y a plein d'électronique, très intelligente pour charger et décharger tous ces éléments. Là, il y en a 7. Et ça marche très bien pendant 1 an. Et au bout d'1 an, tout d'un coup, plus de 3 minutes d'autonomie, alors qu'au départ, ça dépend les modes, mais même en mode performance, il y a quand même une demi-heure. Et tout d'un coup, il tombe à 3 minutes. Et moi, j'avais pris le coup, j'en avais 2 de ces accumulateurs, puis on les changeait alternativement. Donc ça m'a pris 2 ans avant qu'ils tombent les 2 en panne. Les 2 représentent les mêmes symptômes. Donc on a ouvert la chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le boîtier, il n'est pas fait pour être ouvert. Donc il est fait pour être fermé une fois, et puis il y a des espèces de griffes. Puis après, on est obligé de forcer et de casser pour le rouvrir. Il n'y a pas de solution. C'est vraiment fait pour ne pas être facilement réparé. Donc, ce qu'on constate, donc ça c'est 1 an après la réparation, donc les mêmes symptômes sont réapparus. Donc je vais les amener bientôt au Repair Lab. On s'aperçoit que l'accumulateur, l'élément du bout ici, il a 3,4 volts. Là on a 3,49, là on a 3,77, et puis là on a 4,06. Et s'ils étaient tous à plus de 4, voilà, on aurait
l'autonomie correcte. Donc, il y avait un symptôme, autonomie de quelques minutes après une recharge complète, après 1 an d'utilisation quotidienne. Diagnostic, les éléments ne se chargeaient plus à pleine capacité, la tension mesurée aux bornes des éléments décroissait en fonction de leur position. Plus on était loin de cette position, moins ils se chargeaient, moins la tension était présente. Sachant qu'on avait quand même ce circuit-là qui était censé faire le boulot, les charger tous au même niveau. Ben, je ne sais pas si c'est de l'obsolescence programmée ou voulue, mais il y a quelque chose. Donc la solution qu'on a fait, ben, on a rechargé individuellement tous les 7 éléments à l'aide d'une source de courant tension qui est disponible au Repair Lab. L'opération a duré plusieurs heures, ouais, parce que pour charger un élément, on ne peut pas le charger trop vite parce que sinon on va le casser. Donc je crois je ne me rappelle plus, mais il fallait bien 2h30 par élément. 1 an après la réparation, les mêmes symptômes ressurgissent. Donc juste après la réparation, c'était de nouveau impeccable. D'ailleurs, on a fait un article là-dessus. Là, on voit, donc on a imprimé en 3D là, une espèce de cavalier comme ça avec des contacts, et puis qu'on peut connecter à une source de tension. Alors ici, on a mis 4,2 volts à 2,9 ampères pour charger. Ben là, c'est le 4e élément, c'est l'élément central. Et puis on les charge tous comme ça. Donc c'est une possibilité de contrer cette, j'ose pas dire obsolescence programmée, mais on n'en est pas loin. On va voir si la deuxième réparation fonctionne. Peut-être que je peux vous en parler la semaine prochaine si j'ai le temps de le faire cette semaine. Donc, et puis l'article, voilà, il est... Voilà. Donc on a fait un petit article, on essaye de documenter les choses qui fonctionnent. Alors, qu'a-t-on fait encore? On a prolongé la durée de vie de machine performante comme celle du HPC, donc le High Performance Computing. C'est souvent possible, ça a été dans ce cas-là réalisé dans le cadre du projet initial d'infrastructure d'authentification multifacteur, en réutilisant des serveurs devenus obsolètes mais encore suffisants pour relier les machines, machines suffisantes, donc c'est bon. Pour l'infrastructure MFA, donc ici on voit les machines. Donc il y avait tout est abondant, donc il y a des serveurs Radius pour les wikis, des serveurs Radius pour les Google Authenticator, et envoyer des SMS, des proxys Radius parce qu'il y a des processus qui ne pouvaient pas être facilement interfacés avec ces serveurs-là, et puis du Radius Challenge Response pour de l'authentification multifacteur, d'abord le premier facteur, ensuite le second facteur. Je peux juste vous montrer le truc en total. Donc tous ces serveurs-là, en fait, c'était des machines virtuelles qui tournaient sur 2 serveurs qui, alors c'était pas du HPC, c'était de l'infrastructure mail, mais il n'était plus suffisant pour répondre à l'augmentation du trafic du courrier électronique. Donc on les a recyclés et utilisés dans le cadre de cette infrastructure d'authentification multifacteur. Donc les VPN actuels, enfin, il y a plein de choses. Alors, maintenant, ça a été remplacé, tout ça, ça a été remplacé par un produit qui a été acheté. Mais au départ, jusqu'en 2021, 2022, je pense. 2022, cette architecture, c'était basé totalement là-dessus. Donc ça nous a évité d'acheter des serveurs, donc on les a à disposition tout de suite. On n'a pas besoin de remettre de l'effort pour s'adapter à des nouvelles machines. C'est déjà là en salle machine. Le seul défaut, entre guillemets, de cette architecture, comme c'est quelque chose qui est en production,
C'est que faire si ça tombe en panne. Bah, voilà, c'est ce qu'on fait, on en met 2 à chaque fois. Donc, si ça tombe en panne, c'était prévu qu'il y en ait une qui puisse tomber en panne sans que ça affecte le service. Bon, les 2, c'est en général, bon, la probabilité est très faible. Mais on aurait quand même pu réagir, ça aurait pris plus longtemps. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on arrive au terme de la séance. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, oui. Oui, alors ça c'est justement l'objet de la semaine prochaine. Le numérique sera plus abordé la semaine prochaine. Mais le firmware, effectivement, aujourd'hui, le matériel est souvent piloté par du micro-logiciel, c'est le nom français du firmware. Et mettre à jour le micro-logiciel comporte des risques. Si l'opération s'interrompt au milieu, ça va être difficile de récupérer la chose. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque vous mettez à jour le firmware de laptop, il vous demande de connecter l'alimentation pour être sûr qu'il y ait assez d'électricité pendant l'opération de mise à jour du firmware. Voilà. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Je vous en prie. Question pratique, quand on a des vieux téléphones, des vieux appareils, c'est réutilisable par quelqu'un? Alors, si c'est des téléphones mobiles avec des normes qui sont plus utilisées, Ouais. style 2G, Ouais. non. Non. Parce Et que puis, il n'y a pas non. quelqu'un qui peut récupérer des matériaux? Oui, alors ça vous pouvez les recycler. Ça, il faut absolument le donner au recyclage, donc au service client de la Migros. Vous pouvez les laisser, ils les reprennent. Non. Merci. Tant pis. Et puis la semaine prochaine, on fera plus de numérique. Au revoir. Au revoir. J'ai changé un congélateur qui était vieux de plus de 30 ans. Oui. J'ai gagné 30% à l'électricité. La facture a baissé de 30%. 30%. Alors, elle s'élevait à combien? Je sais plus. Parce que les congélateurs, s'ils sont relativement bien isolés, même il y a 30 ans, ils étaient relativement bien isolés. Alors après, bon, il se peut que les joints pourrissent, mais ça, on peut les changer. C'est beaucoup de glace, il y avait de l'eau dessous. Voilà, à la semaine prochaine. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Oui, alors au bout de 30 ans, de toute façon, voilà, on se lasse. Hein. Si c'est un outil qui en plus fait du bruit, parce qu'il y a un compresseur. Oui, tu as la carte. Oui, mais bon, il y a toujours des choses qui coulent. Effectivement, il peut faire de la glace. Voilà. Oui, merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Avec mon père, j'ai le basse-baisse qui ne fonctionne plus, je fais comme ça maintenant. Ça, on peut réparer quelque chose comme ça? Pardon, On tâche l'espace. On fait un terrain. Les touches du clavier? Pardon? Le clavier, oui. Sur le keyboard. Oui. Donc, le clavier, c'est délicat. Il y a des versions de MacBook qui sont connues pour avoir des claviers défectueux. C'est le Lenovo, c'est assez bonne machine, mais quand même, il y a 7 ans. C'est un MacBook? Non, c'est le Lenovo. Un Lenovo. Normalement, on peut racheter des claviers et puis les remplacer. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, et puis j'espère que voilà, ça sera plus numérique la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Et puis, je suis venu à votre secours parce que j'ai envoyé le slide de vendredi dernier que j'ai fait